Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à la Commission européenne pour Ici l'Europe où nous retrouvons le chef du gouvernement de la Géorgie. C'est un petit pays du Caucase qui a déclaré son indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique en 1991, qui a aussi subi de la part de la Russie de Poutine une guerre éclair en 2008 qui lui a valu de perdre 20% de son territoire. En l'occurrence, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ont été reconnus par Moscou comme des territoires indépendants, mais par Moscou seulement. Et puis politiquement, en 2003, c'était la révolution des roses en Géorgie qui avait porté au pouvoir Mikhaïl Saakachvili, atlantiste, mais des législatives en 2012 et des présidentielles en 2013 ont vu un basculement du pays vers le parti Rêve géorgien fondé par le milliardaire Ivanishvili. C'est d'ailleurs votre mentor, Irakli Garibashvili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc Premier ministre. Il vous a choisi pour successeur, Premier ministre. Vous avez 31 ans et vous avez beaucoup à faire puisque en novembre 2013, eh bien, votre pays a réussi, lui, à signer le fameux accord d'association avec l'Union européenne qui n'a pas été proposé aux Ukrainiens. Pourquoi vous avez voulu le paraffer ? Tout d'abord, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je voulais dire que, alors, on a paraphé l'accord d'association avec l'Union européenne il y a quelques mois à Vilnius. Et c'était un moment vraiment important pour nous. C'était un moment historique pour notre pays parce que historiquement, nous avons choisi l'Europe. Et donc, on bouge vers l'Europe, ça fait déjà 20 ans, depuis l'indépendance de la Géorgie. Donc, comme je disais, on a paraphé l'accord d'association à Vilnius. Et cette année, on va signer cet accord avec le DCFTA en août ou en septembre. On est en négociation avec l'Union européenne. Donc, je voulais vous dire que la majorité de la population géorgienne sont vraiment supportifs, de cette association. On a fait les sondages il y a quelques semaines qui montrent que presque 85% sont pour cette association, sont pour l'intégration européenne. Dans l'Union européenne, et ça n'est pas vraiment au programme. Les Européens ne considèrent pas encore que la Géorgie a vocation européenne. Absolument, mais c'est une étape. Après, on aura une deuxième étape, et donc après, on va continuer comme ça. Mais comment vous expliquez que Moscou a fait preuve de beaucoup de dissuasion pour les autres pays qui étaient amenés à signer cet accord? On pense à l'Arménie, l'Azerbaïdjan et bien sûr l'Ukraine qui n'a pas pu le signer finalement. Vous êtes un petit pays de 4,5 millions d'habitants, avec des républiques séparatistes qui posent un peu problème. Effectivement, vous pensez que Moscou n'a pas cherché à vous arrêter ? Si, bien sûr, ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé grand-chose. Parce que, pourquoi ? Je vais vous expliquer. En fait, l'Ukraine, c'est une histoire, c'est une autre histoire, parce que aussi l'Arménie. Alors, en Géorgie, la Russie n'a pas beaucoup d'instruments pour faire la pression sur la décision de l'intégration européenne. Alors, moi, je voulais vous dire quelques mots concernant la relation entre la Géorgie et la Russie. Depuis les élections parlementaires de 2012, nous avons changé notre attitude vers la Russie. On est devenu très constructif. Donc, mais vous n'avez pas relié les liens diplomatiques. C'est plus sur le plan économique. Les relations diplomatiques, sont rompues après la guerre de 2008. Donc, on n'a pas de relations diplomatiques avec la Russie. Mais malgré ces efforts constructifs, on voit beaucoup de provocations de la part de la Russie. Alors, j'ai dit provocation. Et je voulais vous expliquer, en fait, ils ont recommencé l'installation des fils barbelés sur la ligne d'occupation en Géorgie. Et ça, c'est notre territoire. Ils ont installé 45 km. Vous voyez, déjà en 2013. Donc, des provocations parce qu'en Abkhazie, plus précisément, ils auraient reculé la frontière de 11 km à l'intérieur. Il y a 2 semaines, déjà. Ils ont dit que c'est temporaire, mais on verra. On ne sait jamais si c'est temporaire, si c'est permanent. Donc, vous avez l'impression que c'est du grignotage territorial, c'est ça ? Je pense, oui, voilà, c'est un bon nom.
Alors parlons évidemment d'un fait d'actualité très important. Cette fin de semaine, les JO de Sotchi, qui sont les plus chers de l'histoire. 50 milliards de dollars dépensés, 60 000 hommes seront déployés pour sécuriser cette zone de 20 km². Une zone qui est d'ailleurs assez menacée par les terroristes. Et pour Vladimir Poutine, rien ne doit gâcher la fête. On regarde pourquoi. Depuis des mois, le comité antiterroriste russe mène des exercices militaires, comme ici, dans les montagnes. Malgré ces airs tranquilles, Sotchi est devenue une forteresse. En mer, des navires de guerre et 2 radars pour détecter des sous-marins ont été installés. Dans les hauteurs, nous avons découvert plusieurs bases comme celle-ci. Derrière le camouflage, on aperçoit les radars d'un système de missiles surface-air. Le message des autorités est simple, pendant les Jeux, tout se passera bien. Les mesures de sécurité sont tout simplement sans précédent. Je ne peux pas donner tous les détails, mais je peux vous dire que rien qu'en ville, dans la rue et sur les places publiques, nous avons installé 1420 caméras de surveillance pour l'occasion. En plus des 4000 autres placés au cœur des installations sportives. Ouvrir l'œil partout, tout le temps. Dans le ciel, des dirigeables et des drones filmeront la ville et ses visiteurs. Et tous seront écoutés. Andrei Soldatov est spécialiste des services secrets. Il vient de révéler l'existence de SORM, un système sophistiqué qui permet de surveiller les réseaux, téléphonie, Internet, à l'insu même des opérateurs. En 2010, les autorités ont pris la décision de développer SORM pour les JO. Des équipements super modernes ont été installés à Sotchi pour permettre un monitoring total des habitants, mais aussi des sportifs et des délégations officielles qui viennent pour les Jeux. Ajoutez à cela les manœuvres de prospection antiterroriste menées par le FSB, les services secrets russes. Le principe, des contrôles d'identité systématiques, dénoncés aujourd'hui comme des mesures de pression par de nombreux habitants. Les services de sécurité viennent de mener une série d'arrestations en ville. Des écologistes, des militants d'ONG, des membres de la société civile ont été arrêtés et on leur a clairement fait comprendre qu'il n'était pas dans leur intérêt de manifester, d'organiser des manifs pendant les Jeux Olympiques. Certains prétendent même avoir été menacés de poursuites plus sérieuses. Vladimir Poutine veut tout contrôler et s'il promet bien les Jeux les plus sûrs de l'histoire, il a dû mettre en place à Sotchi un régime d'état d'urgence qui ne dit pas son nom. Alors, vous avez promis, en tant que Géorgie, d'aider les Russes à sécuriser cette zone parce qu'elle est à 460 km de Tbilissi, votre capitale. Même si vous avez des relations diplomatiques, on l'a expliqué, un petit peu compliquées, vous allez les aider? On a dit que on était prêt, on est toujours prêt de coopérer. Voilà, et c'est simple, on n'a rien promis. On a simplement dit que on est prêt de coopérer voilà, en sécurité. Donc, parce qu'il y a un risque terroriste, vous dites? Oui, il y a un risque de terroriste, oui, bien sûr, de terrorisme. Donc c'est pour ça que on a fait cette offre. Et pourquoi ne pas boycotter? Vos athlètes seront présents à Sotchi? Oui, en fait, c'était vraiment très dur de prendre ces décisions, de ne pas boycotter les Jeux de Sotchi. Mais on a décidé d'envoyer nos athlètes à Sotchi. Mais personne du gouvernement n'ira pas à Sotchi. Pas de présence, donc vous dites politique. Officielle, non. Est-ce que l'Union européenne elle vous demande de réchauffer justement vos relations avec Moscou? En fait, depuis le début, quand on a gagné les élections parlementaires en 2012, tout le monde nous a conseillé de normaliser, je dirais, normaliser les relations avec la Russie. Et on a fait tout notre possible pour normaliser les relations avec eux. Mais comme je disais, malgré ces efforts, on voit toujours les actions provocatrices de la part de la Russie. Alors on va en reparler avec notre partenaire, la Grande École de Commerce française HEC, qui vous interpelle sur ce thème par la voix de Noëlle Lenoir, la présidente de l'Institut de l'Europe. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, en 2008,
Votre pays, la Géorgie, a connu des heures très douloureuses et difficiles avec cette guerre contre la Russie qui s'est soldée par la partition du pays, avec l'autoproclamation comme État indépendant de 2 régions autonomes de la Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et chacun y a vu la main du Kremlin et notamment celle de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, un autre pays de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, l'Ukraine, est aussi confronté à de très grandes difficultés, avec, on pense, le Kremlin s'opposant à tout prix à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et l'Ukraine, et une bonne partie de la population qui proteste et qui veut, au contraire, se rapprocher de l'Europe. Alors, que conseilleriez-vous à ce peuple ukrainien qui aspire à rejoindre l'Europe ou au moins à se rapprocher d'elle? Comment éviter le chaos en Ukraine? Merci beaucoup pour cette question. Voilà, c'est vraiment très difficile parce que l'Ukraine, tout d'abord, c'est un pays très important pour nous. C'est notre partenaire et il y a une longue histoire de relations entre la Géorgie et l'Ukraine. Et donc, on suit prudemment l'évolution de la situation en Ukraine. Alors, je voulais vous dire que c'est vraiment dommage que le gouvernement actuel de l'Ukraine a décidé de changer leur direction. Et c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas paraphé l'accord de l'association comme on a fait à Vilnius. Mais c'est leur choix, mais je pense que le gouvernement actuel, le président, avec l'opposition, avec la population, ils doivent trouver une solution. Et bien sûr, ici, le rôle de l'Union européenne est assez important. Mais justement, est-ce qu'il a été suffisant ce rôle? Est-ce que vous avez senti les Européens très motivés? Est-ce qu'ils auraient dû prendre des sanctions, par exemple, contre l'oligarchie qui était proche de Viktor Yanukovych, le président dont on vient de parler? Évidemment, il y a beaucoup d'instruments que l'Union européenne peut utiliser. Mais bien sûr, c'est leur décision, c'est leur choix. Donc, à mon avis, l'Europe doit être beaucoup plus active, donc, je dirais, proactif dans cette histoire. Alors, revenons précisément à votre politique intérieure. On vous reproche un peu de solder l'ère Saakachvili de façon brutale. Le président a fait l'objet de poursuites, mais surtout l'ex-premier ministre, M. Merabishvili, a été incarcéré. Et puis le ministre de la Défense, interpellé en France aussi. 90 personnes qui appartiennent par ailleurs à l'opposition sont l'objet de procès, et de procès que certains dénoncent comme politiques. Bien sûr, ils vont dire ça. Mais par exemple, vous avez dit ex-ministre de la Défense, M. Kezerashvili, qui a été arrêté en France, à Nice. C'est vraiment intéressant parce que il y a beaucoup d'informations concernant lui, concernant le business de cette personne. Par exemple, il y a quelques semaines, dans les médias, on a trouvé un document qui prouve que cette personne a une société avec le profit 1,5 milliard de dollars. Donc c'est vraiment très intéressant comment ils ont gagné cet argent pendant ces années. Mais des personnalités françaises, Daniel Cohn-Bendit, pour les Verts, dénoncent vraiment des purges politiques. Qu'est-ce que vous répondez? Non, en fait, ça s'attaque qu'aux opposants? En fait, je voulais vous dire que le système judiciaire est entièrement indépendant en Géorgie. Il y avait beaucoup de problèmes au passé et le système judiciaire et la Cour étaient très discrédités, je dirais. Et les prisons, ne parlons pas de l'état des prisons. Oui, aussi, les prisons où aussi. Où on torturé. Voilà, où ils ont, voilà, il y a beaucoup de cas où ils ont torturé les personnes.
les hommes. Et donc on a changé entièrement notre attitude et puis on a libéré le système judiciaire en Géorgie. Tout est transparent aujourd'hui en Géorgie. Voilà, la Cour, voilà, par exemple, est très transparent. Il y a beaucoup de gens, même la média peut attendre, peut être présent et voir comment on étudie ces Les histoires. médias soulignent quand même que vous avez des élections locales en 2014 et qu'effectivement, avec des leaders de l'opposition derrière les barreaux, c'est plus facile de gagner. En fait, l'opposition peut dire beaucoup de choses, mais la réalité, c'est autre chose. Par exemple, il y a un procès contre l'ex-mairie de Tbilissi, M. Goulawa. Voilà, on dit que voilà, cette personne a volé 50 millions de dollars. C'est à peu près 25 millions d'euros. Qu'est-ce que vous pensez? Comment on doit réagir? On doit étudier ce dossier ou pas? Bien sûr qu'on doit étudier, parce que c'est notre responsabilité. Alors, pour conclure, vous dites 2014, ça sera une bonne année pour la Géorgie. On voit une croissance à 5%. Peut-être vous attendez des investissements étrangers pour vous soutenir? Absolument. Donc, on attend les investisseurs américains, européens, aussi les investisseurs israéliens. Donc, on aura la croissance entre 5 et 6%. En novembre, l'année dernière, on a eu 8,1% et en décembre, 8,4%. Donc, on attend que l'année 2014 sera exceptionnellement réussie. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur nos antennes pour plus d'informations. À très bientôt à tous.